Après cette brillante présentation sur des projets de communauté locale d'énergie, je remercie vraiment la qualité de ces présentations. Je vous invite à assister à cette conférence non moins importante, animée par Solideo, si on peut dire, sur la reconversion du village olympique 2024. Je ne vais pas dévoiler trop ce qui va se dire. Je présente juste les intervenants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Monet, qui est maire adjoint de Saint-Denis, conseiller territorial pleine commune, en charge notamment des sujets écologie, c'est ça. Vincent Loubière, donc tu es président de Odyssée, c'est ça? Odyssée et d'ITAC. Et d'ITAC. Et ITAC, vous allez voir la teneur de ce projet. Et Michele Dominici de Solideo. Bien, écoute, qui est-ce qui démarre? C'est moi qui vais démarrer. Alors, ça marche. Voilà, voilà, parfait. Merci Emmanuel pour cette introduction et cette invitation, surtout l'opportunité pour nous effectivement de parler pour la première fois d'ailleurs de ce très beau projet que nous portons sur le territoire de Plaine Commune. Voilà, donc je suis Laurent Monet, en charge des questions écologiques à la fois à la ville de Saint-Denis mais aussi sur le territoire de Plaine Commune. Et voilà, de ce fait, très impliqué dans le projet qu'on va vous présenter. Alors, pour introduire un peu cette présentation et le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, je voulais juste resituer un peu notre contexte. C'est pas utile de revenir évidemment auprès de vous sur le contexte notamment climatique qui ne cesse de s'exprimer davantage dans le quotidien des Français, et en particulier des habitants de notre territoire, avec un mois de septembre qui a été encore une fois étonnamment chaud. Mais voilà, nous, ce sujet du changement climatique notamment, plus généralement des crises environnementales en cours et à venir, c'est un sujet qu'on porte depuis le début de ce mandat. Alors, moi, je suis élu depuis 3 ans, et avec le président du territoire de Plaine Commune, Mathieu Hanotin, et maire de Saint-Denis, la première chose qu'on a fait dans ce mandat, c'est une déclaration d'urgence climatique, quoi. Et c'était pas pour nous des 20 mots, une vaine déclaration, c'était vraiment l'expression du fait et de notre conviction qu'il y a vraiment maintenant urgence à avancer sur ces sujets, à travailler évidemment à l'atténuation du changement climatique, mais aussi à adapter nos territoires à ce changement climatique. Et encore une fois, on parle essentiellement du changement climatique là, mais c'est vraiment l'ensemble des crises en cours environnementales, notamment celle de la biodiversité, et aussi, j'insiste là-dessus, mais la crise sur la disponibilité des ressources qui nous importe ici, quoi. Et donc, urgence climatique, comment on le concrétise en fait, encore une fois, pour que ça ne soit pas une vaine déclaration. Notre constat, c'est que ce changement nécessaire, à la fois dans les structures de nos sociétés, mais aussi dans les comportements, ce changement, il ne se fait pas assez vite aujourd'hui, quoi. Et donc, face à ça, on se pose la question des moyens pour accélérer ce changement. Des changements des solutions pour apporter des changements rapides de comportement, il y en a pas des tonnes en fait. Il y a évidemment, quand on est élu, l'idée qu'on peut changer les réglementations, changer la loi, mais le constat qu'on fait malheureusement, c'est que très souvent, et les lois qui ont été prises au niveau national le montrent, que ce soit les ZFE, les ZAN, tout un tas d'autres lois qui ont été passées, malheureusement on voit qu'elles ont des échéances assez lointaine d'une part, et que très souvent en plus, parfois, on revient dessus et on revient en arrière. Bref, la loi, c'est pas forcément la solution pour aller rapidement. Après, qu'est-ce qui a permis de changer les comportements rapidement ces dernières années? Les crises qu'on a connues, la crise Covid par exemple, dans laquelle on a rapidement vu un effet important sur les baisses d'émissions de gaz à effet de serre par exemple.
Mais évidemment, c'est pas ce qu'on peut souhaiter pour la société, de se trouver confronté à ces crises qui, en général, ont des effets très négatifs sur une bonne partie de la population. Et qu'est-ce qui change encore rapidement les comportements? Qu'est-ce qui a changé rapidement les comportements ces dernières années? Notre constat, c'est que c'est le numérique, en fait, qui a provoqué des changements de comportement extrêmement rapides. Donc, on pourrait citer plein d'exemples, mais vous les connaissez, hein, les grands acteurs de l'économie numérique. Et pour n'en citer qu'un, des Uber, par exemple, qui changent radicalement la forme et l'usage de nos quartiers. Hein, en quelques années, des quartiers sont passés de quartiers d'habitation à des quartiers vidés parce que utilisés essentiellement pour de la location de courte durée, quoi. Voilà, donc ça c'est notre constat. Et même si on est un territoire plutôt sobre au plan de la technologie, voilà, il y a quand même cette reconnaissance du fait que sans le numérique, on aura du mal à accélérer autant qu'il le faut dans ce contexte-là. Mais on est aussi un territoire sur lequel, et c'est pas que nous, hein, je pense, c'est vrai au plan national aussi, au plan sans doute international, on est aussi un territoire dans lequel les habitants expriment une certaine forme de défiance vis-à-vis du numérique. De plus en plus, les habitants, ils rechignent un peu à mettre à disposition leurs données, à les partager, à utiliser tel et tel type d'outils parce que ils ont peur de ce qui sera fait de leurs données, etc. Et donc ça, c'est un constat fort qu'on fait. Pardon. Et donc, si on pense que la solution au changement de comportement rapide et à l'accélération de la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation passe par le numérique, si on pense ça, eh bien, il y a quelque chose à faire autour du fait de redonner confiance à nos habitants, aux citoyens qui utilisent ces outils. Et puis, un autre constat qu'on peut faire, c'est que nous, dans nos politiques publiques, en tant qu'élus, en tant que territoire, en tant qu'agents territoriaux de ces territoires, pour élaborer les politiques publiques de la manière la plus efficace possible, on a besoin de données. On a besoin de données sur la manière dont nos habitants vivent, tout simplement, comment ils consomment, comment ils se déplacent, comment ils se chauffent, comment au quotidien, finalement, comment ils traitent leurs déchets, combien ils en produisent, etc. Et là encore, notre constat, c'est quoi? C'est que finalement, les collectivités locales, aujourd'hui, elles n'ont pas ces données-là, en fait. Qui a ces données? Qui a ces données aujourd'hui? Parce qu'elles existent. Enfin, on a des acteurs du numérique aujourd'hui qui savent parfaitement et bien mieux que nous comment vivent nos habitants. Qu'est-ce qu'ils achètent? Comment ils l'achètent? Où est-ce qu'ils se font livrer? Comment ils vivent? Combien de pas ils marchent? Comment ils se déplacent? Où est-ce qu'ils vont? Tout ça, ça appartient à des acteurs du numérique. Mais ça n'est pas dans nos mains, quoi. Et donc, au moment où on a besoin d'élaborer des politiques publiques sur la base d'informations réelles, on est démunis, en fait. Et c'est un peu sur la base de tous ces constats-là, mais aussi de l'envie et de l'ambition de revenir aussi à des économies plus locales. Une des vraies ambitions que porte Pleine Commune, c'est aussi de développer l'économie circulaire, de retravailler le tissu économique local, de fournir des activités appropriées à ses habitants et donc de valoriser les acteurs locaux. Et fort de donc, tous ces constats-là, on a eu une opportunité. On a eu une opportunité qui nous a été fournie par la Solideo dans le cadre effectivement du projet olympique, des Jeux olympiques, de la construction du village et d'une certaine manière de l'ensemble des équipements que la Solideo pilote. Et donc, dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait Smart Citizen, on a pu voir émerger une solution. C'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui et on reviendra un peu sur les modalités que tout ça a engendré, mais je vais laisser la parole maintenant à Vincent qui va nous parler un peu plus de la proposition qui a été faite dans le cadre de cet appel à projet notamment. Merci Laurent. Donc, face au constat que Laurent a exposé, ce qui émerge de
de tout ça, c'est la nécessité d'envisager en fait un nouveau paradigme pour les collectivités, pour les territoires, qui est celle des infrastructures numériques de territoire. Donc les infrastructures, habituellement, quand on en parle, notamment le CEREMA là, qui est juste à côté, on pense aux routes, on pense aux canalisations, on pense aux réseaux électriques, on pense aux trottoirs, on pense à toutes ces choses-là bien physiques, bien tangibles. Mais dans un monde où effectivement l'acteur public se trouve un petit peu démuni face à des acteurs privés du numérique qui ont les données qui étaient historiquement dans la main de la collectivité et des acteurs publics pour faire la planification, pour faire que le système tourne, que la société tourne au mieux, il devient nécessaire de considérer que si on doit se rapprocher d'une smart city, les infrastructures ne sont pas que tangibles, elles doivent être intangibles, et donc il faut maîtriser les infrastructures numériques qui font aujourd'hui toute la puissance de certaines entreprises privées. Et donc ces infrastructures numériques, elles consistent là aujourd'hui dans le projet en 3 choses. Un profil territorial, donc qui est le cheval de bataille. Ouais. Ah ouais, ok. Qui est le cheval de bataille des classiques des plateformes numériques. Donc un profil territorial qui remet la donnée dans les mains de l'utilisateur et qui lui permet de contribuer à la planification écologique du territoire. Donc avec ce profil territorial qu'on est en train d'élaborer comme infrastructure de territoire qui soutient les politiques publiques, on redonne la main à l'usager sur sa donnée et on lui donne un mode de traitement de sa donnée qui n'est pas de l'open data ou pas de la private data, mais qui est de la donnée contribuée. La deuxième infrastructure qui devient très importante pour les collectivités de maîtriser, c'est leur graphe, le graphe social qui est au cœur de Facebook, au cœur de LinkedIn, au cœur de Amazon. Ils ont tous un graphe social qui leur permet d'être ultra pertinents dans les recommandations qu'ils poussent, dans les actions qu'ils mènent. Leur graphe social est designé, conçu pour certaines finalités, pour Facebook ou pour Amazon. Voilà, on imagine à peine c'est quoi les finalités. Et donc, le propos ici, dans le projet, c'est de développer un exemple de qu'est-ce que serait un graphe de l'écologie territoriale. Donc, un graphe qui est conçu pour fédérer des données d'usage et les rendre accessibles suivant un réseau social qui va permettre de travailler sur le métabolisme du territoire, sur le métabolisme de ses fonctions et de ses constituants, et d'essayer de le faire avancer vers un statut, un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus durable d'un point de vue écologique, social et économique. Et la troisième infrastructure, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, les plateformes numériques, elles ont un profil qui enrichit un graphe social, et sur ce graphe social, elles développent des algos surpuissants pour pousser un certain nombre de recommandations. Pareil, la collectivité doit pouvoir s'armer d'un certain nombre d'algorithmes qui lui permettent d'analyser son métabolisme et d'informer ses politiques publiques vers les bonnes actions, les meilleurs investissements pour la transformation écologique qui est nécessaire aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est les briques fondamentales qui émergent du constat que Laurent a fait et le travail qu'on porte en sous-jacent sur le territoire de Plaine Commune aujourd'hui. Donc concrètement, ça c'est la partie infrastructurelle, donc c'est la partie cachée de l'iceberg, et la partie visible de l'iceberg qui va permettre d'engager les habitants dans la mise en œuvre de ces outils, dans l'enrichissement du graphe social du territoire, de l'écologie territoriale, et dans la mise en œuvre des actions de l'écologie. C'est le comité éco. Peut-être tu veux en dire un mot sur le comité éco ? Oui, un petit mot sur ce comité éco, parce que c'est quand même aussi un point particulièrement innovant de ce projet. Donc on le voit, une infrastructure numérique qui va se mettre en place au service des ambitions qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais un point clé pour nous, et pour répondre aussi à la question de la défiance qui a été évoquée tout à l'heure, un point clé pour nous, c'est d'emmener l'ensemble des parties prenantes du territoire sur cette ambition-là, quoi. Et comment on va le faire ? On a créé pour ça une association à ce stade qui s'appelle Comité Éco, dont la vocation, donc, a été créée aujourd'hui par 3 acteurs, qui sont Plaine Commune, ITAC et un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation. Mais cette association a la vocation à s'étendre, éventuellement à se transformer ensuite dans des structures juridiques un peu différentes, peut-être sous forme coopérative, mais on verra le moment venu. En tout cas, dans tous les cas, l'idée, c'est d'emmener avec nous
des habitants, les acteurs économiques, les associations, mais aussi les entreprises, potentiellement aussi les acteurs académiques. On a besoin aussi de savoir autour de tout ça, et puis bien sûr les acteurs porteurs de la solution numérique. Voilà, tout ça engagé dans un comité qui va assurer la gouvernance de tout le dispositif qu'on a évoqué avant. Il y a un enjeu fort là-dessus, bien sûr sur la collecte des données, de ce qu'on fait des données, mais aussi, on l'a vu tout à l'heure, ce dispositif il va permettre de valoriser un certain nombre d'actions considérées comme éco-responsables, écologiques, respectueuses de l'environnement. Et donc ça aussi, ce sont des choix que nous voulons collectifs, pas seulement avec la collectivité, mais avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. Donc on aura d'un côté ITAC qui travaille à la solution qui vient de vous être rapidement brossée, en tout cas dans ses grands principes, et puis le comité éco qui est l'instance territoriale qui va permettre de piloter, en quelque sorte, de gouverner la trajectoire qu'on veut assumer avec le soutien et le support de cet outil, quoi. Et donc, dans la mise en œuvre, donc, toute l'idée du comité éco, c'est d'avoir une approche du territoire qui soit ascendante, une approche de l'écologie et de sa planification qui soit ascendante, parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de rendre les gens intelligents, smart, dans un sens, c'est pas l'objet, ils le sont déjà, et l'observation qu'on fait, c'est qu'en fait, l'alternative, les pratiques durables, elles existent déjà, et d'autant plus sur le territoire de Plaine Commune, qui est extrêmement riche d'un réseau d'acteurs qui, aujourd'hui, incarnent déjà une économie qui serait durable et résiliente. Et donc, tout le propos, en fait, c'est avec les habitants, avec les acteurs du territoire économique et associatif, de faire valoir, de promouvoir, en fait, l'ensemble de ces initiatives qui existent déjà, de les cataloguer, de les expérimenter pour essayer d'en normer un tout petit peu la mise en œuvre et de les propulser, de les promouvoir grâce à la plateforme numérique et grâce au pouvoir justement de connexion et d'expansion que provoque le numérique. Donc on est vraiment sur une démarche ascendante et on est là plutôt dans une démarche d'empowerment plutôt que de rendre les gens smart. Donc ça c'est pour la théorie, donc une démarche de terrain, une approche territoriale et un outil numérique, une plateforme sous une forme d'application qui va permettre de faire exploser la mise en œuvre de ces actions qui auraient été co-conçues avec les acteurs du territoire. Donc, dans les faits, concrètement, comment ça se représente? On n'est pas dans une approche tombante où on va jeter un outil sur le territoire, une énième page web. On est vraiment dans un engagement et l'avènement de ces solutions intelligentes, l'avènement de la transition écologique ne pourra passer que par des démarches de terrain, des démarches qui sont ancrées, des démarches qui sont au contact des gens et de leur quotidien. Et donc, c'est exactement ce que le comité éco a initié dès à présent sur une première thématique qui est la thématique de l'alimentation et de la reterritorialisation des filières alimentaires, qui est un enjeu crucial pour la transformation écologique. Rien que ça, on résoudrait 30% du problème. Donc, ce qu'on fait, c'est des démarches où, mine de rien, en fait, on fait jouer les habitants sur leur graphe social. Et on leur présente d'une façon qui est pédagogique, qui est ludique, et par eux-mêmes, ils arrivent à identifier quelles sont les actions, quels sont les acteurs, quelles sont leurs localisations, et de comprendre qu'en fait, toutes les solutions sont là, à portée de main. Il y a un sondage de l'Obsoco qui est sorti en mai sur justement la perspective des Français sur la transition écologique. Et ce qui ressort de ce sondage, c'est que majoritairement, ils appellent à des changements assez radicaux dans la façon dont on traite cette transition écologique, à près de 70%. Mais ils admettent que pour eux, ça leur paraît difficile, la transition écologique, et ils sont un peu perdus à 60%. Mais dès qu'on leur montre qu'en fait, la solution est au pied de la porte ou juste à côté, ce ratio passe à 30%. Les gens se disent « Ah ben finalement, c'est pas si difficile que ça ». Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. On leur montre que c'est accessible, que c'est pas difficile, et on leur fait jouer avec un truc qui normalement est méga compliqué, un graphe et de l'IA. On leur présente de façon ludique, et après, on identifie les points et on les développe avec eux. Donc, cuisine collective, achat en gros, logistique décarbonée, producteurs de proximité, c'est 4 expérimentations qu'on mène avec les habitants, avec les acteurs économiques, et qu'on relie l'une à l'autre. Et quand on les combine l'une à l'autre, en fait, vous reterritorialisez votre filière alimentaire.
Et donc tout ce travail en fait de pédagogie de terrain, c'est ça qu'on va mettre en branle que le comité va mettre en branle sur le territoire, sur les différentes thématiques, la mobilité, le cadre de vie, la consommation et les écosystèmes. Et donc ce travail de terrain, en fait, il permet d'enrichir en coulisses, petit à petit, et par la concertation avec les habitants, le graphe social du territoire. Et donc ce graphe social, c'est le portail et le moyen de le peupler, de l'enrichir, de le dynamiser et de le mettre à profit dans la vie et le quotidien de chacun des acteurs, habitants, professionnels et collectivités. C'est la plateforme Carte de Vie qui est développée par la ITAC actuellement, qui se positionne comme un compagnon, c'est-à-dire que dans la complexité de l'écosystème dans lequel on vit, dans la complexité de l'époque dans laquelle on vit, Carte de Vie va vous aider à identifier et à interagir ultra facilement avec les gens, les actions, les acteurs qui sont engagés et qui agissent pour transformer le territoire. Et en utilisant Carte de Vie, vous rentrez dans un espèce de réseau social, mais d'un nouveau genre, où on ne va pas vous scotcher à un écran et à un feed pour mettre des likes. On va vous inviter à aller dehors, à aller dans votre rue, dans votre quartier, à rencontrer les commerces qui changent les choses, qui veulent s'engager pour ça. Et donc les fonctionnalités qu'on vous donne sont très basiques. Il y a 3 fonctionnalités de base. Un sésame, vous pouvez accéder aux différents services et équipements du territoire, parking, piscine, médiathèque, etc. etc. Le porte-monnaie, qui vous permet de payer dans la monnaie locale complémentaire et écologique du territoire de Plaine Commune. Donc à chaque fois que vous allez payer, vous aurez la garantie que vous payez dans un réseau d'acteurs qui sont engagés et qui transforment le territoire. Et enfin, l'explorateur, qui vous présente de façon ludique et engageante l'ensemble des opportunités qui sont autour de vous et l'impact qu'elles ont. C'est-à-dire qu'elles vont vous valoriser que si vous allez dans un groupe de cuisine contributive, si vous consommez chez cet épicier, si vous utilisez ce prestataire dans votre entreprise, derrière, il y a un effet en cascade qui se provoque et votre petit geste devient quelque chose de phénoménal pour transformer le territoire. Et c'est ça qu'on veut faire valoir. Et l'évaluation qui est faite par la carte et sur le métabolisme, c'est plus une évaluation de l'individu dans un contexte qui n'est pas approprié, mais c'est plutôt l'évaluation du contexte et comment on peut l'améliorer. Voilà. Donc vous avez les fonctionnalités et je laisse la main à Michele qui est notre plus grand support pour rendre tout ça possible. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Michele Dominici, je travaille à la Solideo en tant qu'expert Smart City et Innovation. Et nous sommes effectivement en soutien de ce projet depuis le début. C'est une longue aventure. Je veux d'abord rappeler ce que c'est que la Solideo, parce que l'écosystème des Jeux Olympiques est assez complexe, donc il est intéressant de se pencher dessus. Nous nous situons donc en bas à gauche. Nous sommes l'entité publique qui réalise les ouvrages olympiques. Donc le village des athlètes, le village des médias, les 68 ouvrages qui vont permettre de la tenue des Jeux, mais surtout qui vont rester après les Jeux. Ensuite, vous avez des entités qui organisent les Jeux, qui réalisent des structures temporaires, par exemple, etc. Mais nous, c'est vraiment ce qui va rester après. Donc forcément, on a un très fort ancrage sur le territoire. On a d'abord réfléchi à un projet à des nouveaux quartiers qui, ensuite, on va reconvertir pour être utilisés pendant les Jeux, mais on a surtout pensé à l'après. Donc forcément, ouais, je vais prendre directement, ça peut être plus simple, celle-là. Forcément, nous nous sommes posé beaucoup de questions puisque c'est une grande opportunité que ces Jeux Olympiques de fédération d'acteurs, aussi de moyens. Et donc, nous avons dit, faisons en sorte que ce soit une préfiguration de la ville de demain, qu'aujourd'hui, on puisse construire, bâtir des nouveaux quartiers tels que nous le ferons en 2030, voire plus tard. Donc, nous avons tout un ensemble d'ambitions sociales et environnementales. Là, je fais un focus sur la partie environnementale, avec différentes dimensions qui sont pour nous ceux qui devra faire partie de la ville de demain. En particulier, il y en a une qui est très importante d'ambition, c'est celle de la neutralité carbone. De se dire comment on peut faire en sorte de tendre vers cette neutralité en réduisant l'empreinte carbone de nos constructions et tout le cycle de vie. Donc, ce sont des objectifs que nous sommes en train de démontrer viables via nos constructions. Le village arrive bientôt à la fin de sa construction. Je vais vous montrer une photo. Et donc, si vous voyez les chiffres là, 45% de réduction
réduction d'empreinte carbone par rapport à une construction plus classique. Donc, en préparant tout ça et en réalisant tout ça, nous nous sommes posé aussi une autre question, c'est-à-dire, est-ce que nous devons nous arrêter à la construction, aux matériaux qu'on utilise, aux énergies renouvelables, ou est-ce que nous pourrons aller au-delà, ou nous devons aller au-delà en réfléchissant aussi aux usages qui seront réalisés dans ces nouveaux quartiers notamment. Et la réponse est nous voulons nous intéresser aussi à cette question-là. Et donc ce que nous avons fait, c'est d'imaginer comment créer une dynamique qui soit d'abord autour du village, dans les communes de pleine commune, notamment Saint-Denis, Saint-Ouen et Île-Saint-Denis, qui sont les 3 communes sur lesquelles se situe le village. Il est à cheval sur ces 3 communes-là. De créer une dynamique qui ensuite puisse, en quelque sorte, aller accueillir les nouveaux arrivants, les 12 000 nouveaux arrivants, que ce soit des habitants ou des usagers du quartier, qui seront là d'ici 2025. Donc déjà, nous sommes en train de préparer l'arrivée de ces personnes en mettant en place une dynamique qui vous a été présentée. Tout ça est né via un appel à projet qui donc s'appelait Smart Citizen. Au début, on avait imaginé de créer un coach numérique qui puisse venir aider les habitants à justement à adopter des nouveaux usages qui vont dans le sens notamment de la transformation écologique et de la protection de la biodiversité. Nous avons vu que, en lançant cet appel à projet, en discutant avec notamment ceux qui sont devenus ensuite les lauréats de cet appel à projet, donc Vincent ici les représente, nous avons compris qu'on ne pouvait pas s'arrêter à donner des conseils pour trier vos déchets, ventiler dans les bâtiments puisqu'ils sont éco-conçus, etc. On ne peut pas laisser les personnes toutes seules avec le poids de la transformation écologique. Il faut leur donner des outils, de l'information et surtout il faut créer une dynamique autour d'eux pour qu'ils puissent s'y joindre, puissent y participer. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à soutenir ce projet en se disant, créons cette dynamique. Nous avons eu besoin de nous appuyer sur Pleine Commune qui sera donc le premier territoire qui expérimentera ces nouvelles solutions. Mais en tant que Solideo, comme je le disais, on se doit aussi d'imaginer des choses reproductibles. Toutes les innovations que nous finançons via notre fonds Innovation Écologie doivent être reproductibles, donc reproductibles ailleurs. Donc pour continuer un peu sur la dynamique qui a été lancée, j'ai parlé du fait qu'on ne peut pas laisser les habitants tout seuls, il faut créer des infrastructures. Et donc Vincent a parlé d'infrastructures numériques et de données en particulier. Comment exploiter ces outils qui sont nouveaux, qui sont encore à inventer en partie, ou qu'on peut réutiliser ou en tout cas s'inspirer de ce qui a été fait notamment par les grands acteurs du numérique. Comment mettre tout ça au service du bien commun. Et donc là, cette idée d'utiliser la donnée qui est, on le sait désormais, vraiment un élément porteur d'une grande valeur, mais qui doit, et c'est ce que nous souhaitons faire avec ce projet, être mise au service du bien commun, au service des ambitions des collectivités, de transformation du territoire. Comment accélérer cette transformation, la cibler mieux grâce à la donnée, mais, et ça c'est l'autre volet, en la protégeant, en répondant à ces exigences de protection, ces exigences de maîtrise qu'on doit donner aux habitants, aux collectivités, aux personnes qui sont propriétaires de ces données. D'où la volonté de travailler sur un projet qui est à la fois territorial, mais à la fois numérique, avec un ensemble d'outils qu'à une autre occasion on pourra vous présenter si vous le souhaitez, qui sont très poussés à la fois dans la gestion, la protection de la donnée, et l'utilisation de ce graphe dont Vincent a parlé. Donc, finalement, pour conclure, un projet qui est à la fois très ambitieux, puisque il émane d'une démarche territoriale et d'une démarche numérique, avec l'ambition de créer des outils qui sont au service de la collectivité, mais qui doivent aussi être très intéressants et utiles pour les habitants. On a parlé d'une application, on sait très bien que les applications, pour fonctionner, doivent vraiment avoir une proposition de valeur très claire pour les habitants. Et donc, c'est tout l'effort qu'on fait actuellement sur ces volets-là. Et pour terminer, vraiment, je vous promets, l'idée c'est que ici, ce village sera un lieu d'accueil de personnes, sera un préfigurateur de la ville de demain,
Et il permettra, grâce à ce projet, de mettre en place cette dynamique, comme je le disais, dans les 2 prochaines années, pour que les habitants qui arrivent puissent s'insérer à l'intérieur. Donc finalement, nos ambitions en tant que Solideo, de préfigurer la ville de demain, se concrétisent aussi grâce à ce projet que donc nous soutenons et que nous allons continuer à soutenir. Merci. Merci, excuse-moi, je n'avais pas de micro. Écoutez, vraiment, bravo, parce que c'est un projet, tu l'as dit, ambitieux, mais vraiment très ambitieux et qui est totalement d'actualité. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est... Voilà, on boit du petit lait. Et moi, j'ai 2-3 petites questions avant de les passer à la salle. C'est déjà cette application que vous allez créer, elle permet de s'interfacer avec des applications existantes. Oui, c'est ça. Grâce à des API ou... C'est un peu technique, mais c'est parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a tellement d'applications au niveau d'un territoire. Et donc, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on puisse s'interfacer avec des applications qui existent, comme la mobilité, comme le parking, comme... Tout à fait, ouais. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de sortir d'une démarche de silo. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'applications qui répondent à tout un tas d'usages, mais en vertical. Donc sur la mobilité, voilà, vous avez une appli covoiturage, vous avez une appli pour le parking, vous avez une appli pour repérer qu'il y a des déchets dans la rue. Et donc ça fait 36 millions d'applis, et pour un usage, il y a souvent 2-3 applis qui répondent au même usage. Donc forcément, les gens sont un peu paumés là-dedans. Donc le propos de la démarche, c'est d'avoir une plateforme qui appartient au territoire, qui s'est intégrée un ensemble de fonctionnalités à un endroit, donc le sésame d'accès, le moyen de paiement, les recommandations sur la consommation, et voilà, entre autres. Et donc ça va permettre une grande interopérabilité et beaucoup plus de souplesse pour l'usager, globalement. Ah, c'est ça. Bah oui, c'est ce qu'on vise, et pour la collectivité, c'est un levier aussi de négociation fort avec les gens qui opèrent des services sur son territoire, pour leur dire, maintenant, on est armé, et on va vous demander de vous mettre peut-être en compatibilité avec... non, mais c'est excellent, parce que je donne juste un exemple. Moi, je suis sur la métropole de Lyon, l'application de la métropole qui est parfaite, mais aujourd'hui, si elle est utilisée à 10% de la population, c'est même pas, c'est le maximum. Et on voit que c'est plutôt 5%. Donc on voit bien parce qu'effectivement il y a une multitude et chaque commune a son application. Ensuite, tu as parlé de moyens de rétribuer ou de valoriser les externalités positives ou les actions, les contributions de chaque citoyen. Ce moyen, c'est en s'appuyant sur des monnaies locales, c'est ça ? Et des monnaies locales qui sont sous forme des tokens et est-ce que c'est une monnaie locale ou c'est des monnaies qui seraient fléchées, par exemple énergie, déchets, eau, ou c'est plutôt générique? Donc effectivement, l'idée c'est d'injecter dans tout le dispositif qu'on a vu une monnaie locale qui va finalement amplifier le caractère local de valorisation des acteurs territoriaux, quoi. Et cette monnaie locale, c'est une monnaie locale donc dite écologique parce qu'elle va valoriser les comportements écologiques. C'est une monnaie locale conformément à la loi, en fait, comme ce qui existe partout ailleurs sur le territoire. C'était une ambition politique que nous portions dans notre programme, mais donc qui a trouvé son opportunité là sur ce projet. Et donc c'est une monnaie qui va permettre les échanges entre les acteurs locaux, entre les habitants et des acteurs économiques locaux, entre les acteurs économiques aussi, pour renforcer finalement les liens et les processus existants. Okay. Et par ailleurs, sur la valorisation, c'est là l'enjeu aussi du comité éco et de sa gouvernance. C'est-à-dire que c'est là qu'en fait on va décider la valorisation d'une contribution positive. Exactement. Ouais. Et collectivement, y compris d'ailleurs, comment on fait rentrer des acteurs ou pas dans ce réseau-là. Est-ce qu'on considère que tel acteur, on a envie de le valoriser sur le plan de l'économie locale ou pas? Et ça, c'est l'objet aussi de ce comité éco, avec sa gouvernance multiple, que de fixer des règles
et des ambitions. Et donc, on peut imaginer que cette valorisation, elle soit fluctuante en fonction du contexte, par exemple. Mais c'est parce que c'est une gouvernance qui est locale. Oui, il faudra aussi la financer. Donc, ça veut dire aussi trouver les moyens de financer cette transition. Il y a des acteurs qui peuvent avoir intérêt à ce que le territoire soit plus vertueux sur tel ou tel sujet et qui vont financer des entreprises qui, compte tenu de leur responsabilité sociale d'entreprise, etc., vont vouloir amplifier leur action et accompagner une dynamique. Voilà, donc il y a de multiples manières d'alimenter ce fonds de transition et c'est ce fonds-là qui viendra du coup valoriser les actions des habitants. Et ce fonds, donc, ça peut être en token ou que sais-je, enfin voilà, c'est... Ouais, la monnaie locale, c'est une monnaie qui est adossée à l'euro, donc vous donnez 1 euro et vous recevez un écho, donc la monnaie de Plenco s'appellera l'écho. Ouais. Et l'appareillage qui est fourni, l'application en back-office pour l'opérateur, permet d'opérer ce fonds assez facilement. Donc c'est un fonds de transition, une coopérative carbone, vous l'appelez comme vous voulez, mais il vous permet de gérer facilement. Et on peut imaginer qu'un citoyen paye par exemple une partie de son transport à partir de, ou même éventuellement, je ne sais pas, c'est peut-être une question piège, mais les impôts locaux, enfin... Oui, complètement. Enfin, là, c'est pour ça aussi qu'il y a un enjeu dans les acteurs que j'ai cités. Il y a bien entendu aussi la collectivité qui peut-être va demain encourager l'économie locale en versant une part de, je sais pas, subvention aux associations en monnaie locale, qui, à l'inverse, acceptera des paiements des habitants pour le service, je sais pas, d'accueil de loisirs des enfants, d'école municipale des sports. Tout ça, ça pourra être partiellement payé aussi en monnaie locale. Bref, d'encourager la circulation locale et l'activité économique locale. Excellent. Ensuite, sur la plateforme, la plateforme que vous avez présentée au début, ce que j'ai compris, c'est que c'est aussi une plateforme d'anonymisation des données du territoire. C'est bien ça, Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ça. Et pour moi, je pense que ce sujet-là est tellement essentiel. Parce que c'est une problématique qu'on rencontre sur tous les territoires. Et donc, apporter une solution à cette problématique, je pense qu'elle peut être ensuite, cette solution peut être duplicable à grande échelle. Mais j'aimerais bien avoir plus de détails. Ouais, on est un peu dans une espèce de grosse schizophrénie là, où d'un côté on est tous conscients qu'il faut absolument faire respecter la vie privée et la gestion propre des données des concitoyens, que c'est pas open bar. Donc ça c'est le prérequis, mais en même temps, et c'était le rôle historique des collectivités, de collecter des données, des informations qui sont nécessaires pour planifier, pour gérer le territoire, pour le bien commun. Donc comment on réconcilie tout ça? Et donc ce qu'on se dit, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on est, face à l'urgence, ce que font les GAFA en termes de plateforme et de mobiliser l'effet de réseau, c'est un outil qu'il faut vraiment arriver à s'approprier parce qu'il peut nous aider à fédérer, à connecter, à créer un mouvement de changement, mais la façon dont ils le font est questionnable. Et donc on questionne cette façon de faire avec le profil territorial notamment, qui est un moyen de rendre à l'usager la maîtrise complète de sa donnée et de lui permettre de contribuer à la planification écologique en toute confiance. Donc effectivement, les protocoles qui sont associés, les processus qui sont associés au profil territorial et qu'on va expérimenter avec Pleine Commune sont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais en clair la donnée de l'utilisateur, mais par contre on a du code qui rentre, qui anonymise et qui extrait l'information anonymisée, qui l'intègre dans un graphe social qui représente statistiquement comment fonctionne votre territoire, les échanges, les flux, et qui est nécessaire pour la planif. En synthèse, c'est appliquer ou répliquer le modèle des plateformes actuelles des grands de l'Internet à un modèle orienté vers le bien commun. Donc c'est détourner ce modèle-là qui est bâti sur du gratuit, mais derrière qui enrichit effectivement, qui crée de la richesse pour des entreprises. C'est utiliser ça, mais plus pour le bien commun et pour l'intérêt collectif.
et la gouvernance locale. Donc c'est totalement en phase avec les principes fondamentaux de la DG Forest-C, qui sont, je le rappelle, le principe de la consubstantialité de la donnée, c'est-à-dire indissociabilité de la donnée de l'être humain, le principe de la subsidiarité, c'est bien entendu aussi ce principe, c'est-à-dire qu'on part du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Et puis bien entendu, le principe de la subjectivité qui est implicite, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui est le dernier décideur et non pas effectivement la machine. Donc je peux que souligner et appuyer ce projet qui me paraît complètement vertueux et je souhaite forcément qu'il aboutisse. Alors la dernière question, puis je crois qu'après il faut qu'on rende l'antenne, c'est il y a un coût pour ce développement. Si j'ai bien compris, en fait, aujourd'hui, vous êtes encore en procédure d'appel de fonds. Ou vous en êtes où? Est-ce qu'on est sûr que, je le pose la question différemment, est-ce que à l'ouverture des Jeux Olympiques, vous pouvez déjà dire, ce projet existera et ça sera, par exemple, ça pourra faire l'objet d'une conférence? Ou est-ce qu'il y a encore quelques leviers ou blocages à lever? Oui, je pense qu'on peut dire que ce projet existera génial, à l'ouverture des Jeux Olympiques. Et ça s'est rendu possible par le soutien qui a été évoqué par Michele tout à l'heure, le soutien du Fonds d'innovation de la Solideo, qui soutient à la fois le développement de l'application numérique d'une part, mais aussi le développement du comité éco. Après, il y a nécessité effectivement d'aller trouver des fonds complémentaires, à la fois du côté d'ITAC, qui va chercher sûrement des cofinanceurs à son développement, et du côté du comité éco, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu pour le comité éco, ça sera de trouver de quoi alimenter ce fonds de transition qui viendra amplifier des actions de transformation écologique du territoire. Écoutez, c'est formidable, mais je ne peux qu'encourager, puis on va humblement, tous ici, je pense, faire la promotion de ce projet qui, à mon avis, est un projet qui peut être très utile pour l'ensemble des territoires. Il y a quelqu'un qui a une question, mais en fait, il faut qu'on rende l'antenne parce qu'il y a l'émission Bismart qui va démarrer, où vous êtes aussi invité. Mais non, mais vous pourrez poser juste après. On vous invite à 12h30 à un cocktail networking sur notre stand et vous pourrez discuter ouvertement. Merci. Merci.